continuer avec la suite de cette formation. D'accord? Vous êtes tous là. Donc, on a euh, arrêté à l'étape, l'étape, l'étape 3. D'accord? Donc, nous avons dit que euh, on doit établir les limites critiques. Donc, on a dit, voilà, on s'est arrêté au conditionnement. Donc, les limites critiques pour le conditionnement, la stérilité de l'emballage. Donc, l'emballage doit être stérile d'abord. Parce que si on fabrique un produit ou là, on fait à la pasteurisation de notre jus et on élimine tous les micro-organismes, ensuite, on met ce produit dans un emballage souillé ou pas contaminé. Donc, tout ce que nous avons fait avant dans les, les étapes précédentes est passé pour rien. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire des limites critiques ou là, des contrôles des points critiques dans chaque étape critique. Donc, nous avons fixé la première étape critique qui est la pasteurisation et nous avons fixé les limites critiques pour cette étape qui est la température et le temps. Et pour le conditionnement, nous avons aussi fixé euh, les limites critiques qui sont la stérilité de l'emballage et l'étanchéité de la fermeture. Passons maintenant, quatrième étape, Monsieur, le quatrième principe. Oui? s'il vous plaît, monsieur le limite critique, monsieur, لازم يكونوا des valeurs. يقدروا يكونوا des des Dans le, des CCP. les Non, le limites. CCP كيما l'étanchéité تاع les هنا limites ماشي هنا شرط لازم يكونوا des valeurs. لا لا نقدروا justement la limite critique doit être mesurable. Donc هنا l'étanchéité par exemple, on peut la mesurer par exemple des instruments. D'accord? Des instruments. La stérilité de l'emballage, on peut la mesurer par des analyses microbiologiques. D'accord? On fait des analyses microbiologiques et on, euh, on fait notre étude ou la contrôle microbiologique de l'emballage. Donc, lorsqu'on fait le contrôle microbiologique, on a c'est-à-dire des résultats mesurables. La présence des Escherichia coli, la quantité des Escherichia coli, par exemple, la présence des pathogènes, etc., des anaérobies, etc. C'est clair? Donc, c'est-à-dire Oui, merci. on doit transformer ces limites critiques en valeurs mesurables. Toujours dans les CCP, on utilise des valeurs mesurables. Étanchéité, la même chose. D'accord? Maintenant, on passe mise en place de systèmes de surveillance. Donc, après avoir défini nos limites critiques, il ne suffit pas de les écrire sur le papier. C'est clair. Donc, on doit les vérifier. Donc, il faut vérifier ces limites critiques. On va les vérifier par un système de surveillance. Donc, pour vérifier, c'est-à-dire qu'ils sont respectés. Qu'elles sont respectées, c'est-à-dire en continu, en permanence. C'est ce qu'on appelle la mise en place d'un système de surveillance. Donc, dans cette surveillance, on doit définir d'abord qui surveille, c'est la personne qui fait la surveillance. C'est qui? La personne. Quoi? Qu'est-ce qu'il doit surveiller? Par exemple, là, qu'est-ce qu'il surveille? Par exemple, dans notre cas de pasteurisation, il doit surveiller la température, par exemple. Température.
Comment? Par exemple, il va faire la surveillance par un instrument de mesure. À quelle fréquence? La surveillance doit se faire, par exemple, en continu, par exemple. Elle peut être fait d'une manière continue. Par exemple, des sondes qui sont attachées ou là, qui sont, c'est-à-dire installées avec le processus de fabrication. Là, on fait des contrôles réguliers par des agents, etc., des contrôleurs. Donc, prenons l'exemple de pasteurisation. Si la température, par exemple, descend au-dessous de 80 degrés Celsius, par exemple, on lit par exemple ici 78 degrés Celsius. Qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, on doit le détecter par un appareil ou là par mesure ou là par observation. Détecter. Donc, on doit détecter. C'est grâce à la surveillance qu'on doit détecter cette anomalie ou là, cette déviation. Normalement, la pasteurisation doit être à 90 degrés Celsius. D'accord? Mais dans notre cas, la température n'atteint pas 90. Donc, il y a une déviation, un problème. Mais si on n'a pas un appareil de mesure, là, de surveillance, on ne peut pas détecter cette déviation et le produit passe par la pasteurisation sans qu'il y a une vraie pasteurisation de ce produit, une vraie destruction des germes. Donc, c'est grâce à la surveillance qu'on peut intervenir dans le temps qu'il faut et éviter qu'un produit atteint, un produit contaminé, atteint, c'est-à-dire le panier de consommateur. C'est clair. Donc, c'est ça la surveillance. Maintenant, on passe à la cinquième étape, le cinquième principe, pardon, qui est, cinquième principe, qui est définition des actions correctives. Donc, après avoir défini nos points critiques, nos limites critiques et système de surveillance, donc maintenant, il est indispensable qu'on installe un système de correction. Si jamais, par exemple, une déviation a lieu de produit, par exemple, il y a une déviation, par exemple, lorsque la température n'est pas atteint la norme, 90 degrés Celsius, donc c'est l'étape de l'action corrective qui permet de régler ce problème. Par exemple, dans notre exemple, si par exemple pasteurisation à température mesurée descend au-dessous de 80 degrés Celsius, cela veut dire que notre produit, traitement thermique, n'est pas efficace. Dans ce cas-là, le produit, c'est-à-dire si on ne fait pas une correction, le produit euh, peut être commercialisé avec cette contamination. Mais la mesure de maîtrise permet, euh, permet c'est-à-dire de corriger cette erreur, cette déviation. Par exemple, dans ce cas-là, on peut faire une pasteurisation, une autre pasteurisation, ou là, une repasteurisation de notre produit. Pourquoi? Pour essayer d'éliminer les pathogènes qui ne sont pas détruits par la première pasteurisation. D'accord? Si, par Monsieur, exemple, oui, monsieur, la repasteurisation, c'est-à-dire on vidange le produit est fini
Non, لي بوتاي ولا لي ساشي باغ non, اكزومبل، non, كيفاه ما non, فهمتش. non. La repasteurisation se fait, كيفاه؟ la repasteurisation se fait, maintenant, la repasteurisation se fait dans la même chaîne de fabrication. D'accord? Par exemple, on a un produit qui passe par la première pasteurisation. Vous me suivez? Ensuite, il y a, c'est-à-dire un déclenchement de la larve. D'accord? Donc, il y a dans certains, c'est-à-dire les processus, les chaînes de fabrication de la majorité مودرن. des- c'est-à-dire des produits alimentaires sont maintenant équipés d'un système de surveillance qui déclenche une alarme. D'accord? Lorsque la température n'est pas respectée, par exemple, dans la pasteurisation, il y a un déclenchement d'un système de retour. Ici, par exemple, il y a une vanne qui coupe l'écoulement de produits, c'est-à-dire la chaîne de produits de jus, et transforme le jus vers un autre circuit, et c'est-à-dire tourne, le produit se tourne et retourne aux mêmes procédures, c'est-à-dire retourne à la pasteurisation. Il fait une deuxième pasteurisation et ne passe pas à اه deuxième لو étape, كونديسيونمون. conditionnement. D'accord? C'est-à-dire le produit s'arrête ici et fait le cycle, le tour, il tourne, il tourne. Jusqu'à, c'est-à-dire confirmer est-ce que le produit est conforme. On fait des analyses, par exemple microbiologiques, on règle le problème de pasteurisateur, c'est-à-dire on fait les soins, la maintenance, etc. Ensuite, on peut laisser le produit lorsqu'on est conforme, on fait la correction. D'accord? Soit, d'accord, la correction d'abord, donc dans ce cas-là, il y a une correction immédiate qui fait tourner le produit, c'est-à-dire changer le chemin de produit. Il y a une action corrective qui se fait plus tard pour régler le problème qui a provoqué cette déviation. C'est clair? Mais se fait automatiquement, on ne fait pas. C'est-à-dire, si déjà le produit dépasse cette étape et passe par le conditionnement, ensuite, c'est-à-dire rempli dans les bouteilles, etc., devient difficile les, de les récupérer. D'accord? Donc, si on ne peut pas faire une repasteurisation, on fait tout simplement la destruction. Si on n'est pas sûr, par exemple, il y a certains produits qui sont passés dans les étapes suivantes sans qu'il y a une correction de leur, par exemple, état hygiénique, leur charge microbienne, etc. Dans ce cas-là, on fait, euh, on fait la destruction d'un produit pour éviter tout risque pour la santé du consommateur. Tout cela entre dans le domaine ou le principe de l'action corrective. D'accord? Maintenant, passons toujours, et par exemple, dans l'action corrective, il y a toujours un plan A, plan B, etc. C'est clair. Donc, si on peut récupérer le produit, recycler le produit, on fait le recycler. Sinon, on fait la destruction. Alors, les deux sont des actions correctives à court terme. Mais les actions correctives à long terme, et leur objectif est d'éliminer la cause de ce problème. Par exemple, régler le pasteurisateur, etc. Ou là, ajouter une autre étape, par exemple de stérilisation, etc. D'accord? Passons maintenant, sixième étape, c'est la vérification du système HACCP. Donc, la vérification arrive après qu'on termine toutes les
l'application de toutes les étapes précédentes de système HACCP. Après avoir donc mis en place notre plan HACCP, après, c'est-à-dire installer le plan HACCP et terminer toutes les étapes et actions correctives, donc il ne suffit pas maintenant de supposer que notre système fonctionne bien, c'est-à-dire que notre système HACCP est, c'est-à-dire top et il peut, c'est-à-dire diminuer ou éviter les risques pour la santé des consommateurs, etc. Mais nous devrons toujours vérifier notre système HACCP. D'accord? Pour qu'on soit sûr qu'il est efficace et qu'il atteint ses objectifs de sécurité alimentaire. Donc, l'objectif principal est de s'assurer de la sécurité alimentaire et d'avoir un produit alimentaire, produit fini, sain. Donc, on fait la vérification. L'étape de vérifier ce système s'appelle la vérification. Quelles sont les formes de vérification? La vérification peut se faire par exemple, des inspections. On fait une inspection, des audits internes pour contrôler toutes les procédures. D'accord? On fait une inspection. Muraqaba. Toutes les procédures de fabrication, HACCP, etc., les points critiques, etc. On peut aussi faire des analyses microbiologiques de produits finis. Donc, on prend notre produit fini et faire, par exemple, des analyses physico-chimiques pour assurer que notre produit est conforme. D'accord? Vérifier la traçabilité de notre produit, etc. Donc, tout cela euh, entre dans le principe de vérification. C'est quoi la vérification? C'est une assurance qualité, tout simplement. Elle nous permet de confirmer que notre plan HACCP n'est pas seulement bien écrit, mais il fonctionne bien. Ça n'est pas sur le papier seulement, mais il fonctionne réellement en pratique bien. C'est toujours, on fait reflet à la roue de Deming. Donc, c'est-à-dire, on fait le HACCP, ensuite, on le vérifie pour que la roue tourne bien. D'accord? Maintenant, le dernier principe, septième principe de la mise en place de système HACCP est de constituer du système documentaire et des enregistrements. D'accord? Donc, qui peut nous rappeler la différence entre un document et un enregistrement? Quelle est la différence entre un document et un enregistrement? Monsieur, je pense qu'un document, c'est un support référentiel. Mhm. Oui, et un enregistrement, c'est établir les mesures ou bien la vérification des températures, enregistrer les résultats, les valeurs Ah, de très bien, surveillance. Céline. Donc, enregistrement, euh, c'est un document, voilà, c'est un document, mais de traçabilité, c'est-à-dire on enregistre nos résultats, les résultats. D'accord? On سجل les résultats. Mais le document, il est plus général. Le document, c'est-à-dire englobe les enregistrements et aussi les procédures, les étapes, d'accord? Les rapports, les analyses, les procédures, par exemple, procédures de fabrication, etc. D'accord? Par exemple, la procédure, même le diagramme de fabrication, c'est un document. Mais ce n'est pas un enregistrement. L'enregistrement, par exemple, les fiches de suivi. Les fiches de suivi de notre produit, ce sont des enregistrements. Voilà un mutaba'at produit. Par exemple, dans le cas de notre point critique pasteurisation, on doit suivre la température et le temps. Donc, pour cela, on doit tracer ou écrire une fiche de suivi et remplir cette fiche par les informations de, de, de suivi de température avec l'heure, avec la personne qui est responsable, etc. Donc, un plan HACCP n'a pas de valeur s'il n'y a pas un
une documentation ou là, une enregistrement parce que les enregistrements sont des preuves. Donc, on doit garder des preuves écrites de tout ce que nous avons déjà fait. Les 7 principes, tous ces 7 principes doivent être enregistrés. D'accord? Les 6 principes précédents. Donc, cela peut inclure les fiches de suivi, des points critiques, par exemple les relevés de température de pasteurisation, aussi les rapports d'analyse, par exemple les rapports d'analyse de microbiologique, analyse physico-chimique, analyse microbiologique, etc. sont des rapports d'analyse, sont des enregistrements aussi. Les procédures écrites, d'accord, pour chaque étape de production. Procédures, même les procédures de correction, comment on doit agir après une déviation, quels sont les points critiques, comment on a défini ces CCP, etc. Donc, tout cela sont des procédures. On peut ajouter aussi les rapports des audits et de vérification. Les rapports, lorsqu'on fait une inspection ou un audit, on doit écrire un rapport qui résume notre inspection et c'est-à-dire détaille les points que nous avons contrôlés. Par exemple, dans le cas de notre jus de fruits, par exemple, on doit avoir des enregistrements clairs qui peuvent, par exemple pour la pasteurisation, qui confirment que la pasteurisation est bien, est bien effectuée. D'accord? Par exemple, le relevé de température. Donc, ce système documentaire est essentiel pour démontrer que notre système fonctionne bien. On peut démontrer pour nous soi-même, pour notre entreprise et pour les autorités, par exemple, que les inspections de contrôle externe fait l'inspection de notre entreprise, elle peut demander la présence de ces preuves, de ces enregistrements et de ces documents. Voilà. En résumé, on peut dire que ce, ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Nous avons déjà vu cette règle. Ce qui n'est pas écrit n'existe pas en réalité. Donc, la documentation est donc une clé de crédibilité, le mystère de tout système HACCP. D'accord? Voilà une fiche de suivi que l'on utilise par exemple dans l'industrie agroalimentaire. Par exemple, dans notre cas d'étude, l'unité de fabrication de jus d'orange, procédé de pasteurisation, les PCC ou là, les CCP identifient température, temps de traitement. D'accord? On note, par exemple, comme vous voyez, est très simple. Donc, on note la date, l'heure, par exemple, la température relevée. Dans ce cas-là, par exemple, à 8h15, quand la température 91. Ensuite, on vérifie si c'est conforme. Là, non. Donc, dans ce cas-là, elle est conforme. La durée aussi. L'opérateur qui est responsable de ce relevé de température, par exemple, on a A, Karim. L'observation conforme. Il n'y a pas une action corrective parce que le, l'eau est conforme. Deuxième cas, à 10h30, Karim a relevé une température de 89 degrés Celsius. La durée 28. L'opérateur, qui est donc 28, elle est fait inférieure à 30 degrés Celsius. L'opérateur Karim déclare que le lot n'est pas conforme. Donc, l'action corrective qu'elle est, qui est faite dans ce cas-là est le recyclage de l'eau et reprise de traitement. Donc, ils sont recyclés le lot, tourner le lot et fait une autre pasteurisation pour confirmer la destruction des pathogènes, etc. Donc, l'intérêt d'une telle fiche est de garder une preuve que le traitement a été bien réalisé. D'accord? Et si jamais la température ou le temps ne sont pas respectés,
on peut agir. On a la possibilité d'agir immédiatement. Arrêter le procédé, corriger, redémarrer, etc. Donc, tout cela permet d'assurer la sécurité alimentaire et éviter les risques pour le consommateur. On a une traçabilité. Toujours, on peut appuyer sur elle pour améliorer notre procédure d'application de système HACCP. Très bien. C'est clair? Monsieur, Oui? monsieur, Maintenant, vous monsieur, pouvez, euh, avant de clôturer, donc j'aimerais échanger avec vous. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que il y a dans votre entreprise des dangers les plus fréquents ou là, par exemple, les difficultés rencontrées dans l'application HACCP? Donc, vous avez le temps pour à peu près, je sais pas le temps qui reste, 10 minutes là pour vous poser des questions. Allez-y. monsieur, merci. J'ai deux questions. La première question, c'est quand on peut introduire les fiches de suivi? Est-ce que dans chaque étape, est-ce que dans les sept principes, ou bien on peut faire des fiches, réaliser des fiches suivies dans le PRP, ou bien les bonnes pratiques, et fiches de suivi dans les sept principes de la HACCP? C'est la première question. Et la deuxième, est-ce qu'on peut utiliser l'art de décision pour déterminer les CCP? Voilà. Donc, pour la première question, vous parlez des mesures de surveillance, la surveillance, le suivi, c'est-à-dire vous parlez de la surveillance ici. Oui, Donc, la oui, la surveillance traçabilité des fiches. Oui, oui. est la fiche de... Donc, là, qu'est-ce qu'on doit suivre? On doit suivre, Enregistrement. c'est-à-dire on doit concentrer sur les CCP seulement. D'accord? Donc, on va suivre les CCP. Donc, dans notre cas de jus d'orange, on a identifié deux CCP. La pasteurisation et le conditionnement. Donc, on doit concentrer nos suivis sur ces deux étapes. Donc, on fait une fiche, par exemple, de suivi de température pour la pasteurisation et une autre fiche de suivi, par exemple, d'analyse microbiologique de l'emballage, par exemple. C'est clair? Où là, on fait, par exemple, des tests d'ambiance, etc. C'est clair? Donc, dans ce cas-là, on doit concentrer sur les CCP. C'est ça l'objectif de l'étude HACCP. Sinon, si on fait pas une étude HACCP, on risque de tromper et c'est-à-dire, les idées c'est-à-dire, ne sont pas bien, bien éclaircies et on tombe dans le doute et dans ce cas-là, c'est-à-dire on est peur de ne pas contrôler certaines étapes et on réfléchit de contrôler toutes les étapes de fabrication. Mais il faut toujours, après une étude HACCP et après une étude, c'est-à-dire des dangers et des points critiques, se concentrer seulement sur les CCP et bien sûr les PR, les PRP, les PRPO les prérequis opérationnels aussi. Donc, on doit concentrer les CCP et les PROP, PRPO. La, D'accord? la dif- la différence entre les deux, monsieur? La différence La entre différence, les deux. donc, la différence dans les PRP et les CCP, donc, justement, la deuxième question. Donc, on peut utiliser euh, l'arbre de décision pour différencier entre un CCP et un PRPO. D'accord? Il y a la différence majeure, بيناتهم, c'est que le CCP, point critique de contrôle, c'est une étape qui permet d'éliminer ou de réduire le risque à un niveau acceptable. Mais le PRP, c'est un prérequis. Prérequis, c'est كما نقولوا مبادئ أساسية في l'hygiène. مبادئ أساسية dans la prévention des risques. Ce sont des PRP, comme les bonnes pratiques d'hygiène, par exemple. Des PRP. Mais opérationnels, pourquoi on les nomme opérationnels? D'accord? Parce qu'ils sont spécifiques
à une production spéciale. Par exemple, dans le cas que nous avons vu, dans la fabrication de jus d'orange, on a identifié, par exemple, le broyage, le tamisage, par exemple, le tamisage comme PRPO, parce que il peut passer, par exemple, si le tamisage n'est pas effectué de bon, c'est-à-dire efficacement, il peut avoir une infiltration des déchets, etc. Donc, le tamisage est considéré comme PRPO parce qu'il est spécifique à la fabrication de jus d'orange. C'est-à-dire cette étape n'est pas présentée dans toutes les procédures de fabrication des produits alimentaires. C'est clair. Donc, le PRPO, en résumé, en clair, permet d'éviter la contamination. Mais le CCP permet la destruction, l'élimination des micro-organismes. C'est-à-dire, il y a présence de micro-organismes, mais il va l'éliminer ou la réduire à un niveau acceptable. D'accord? En général, le PRPO, c'est un PRP, c'est un prérequis, مبادئ أساسية. Donc, déjà, avant d'appliquer le HACCP, il faut s'assurer que les PRP sont installés, les bonnes pratiques d'hygiène. D'accord? Donc, sans PRP, on ne peut pas installer le CCP. Ensuite, lorsqu'on a installé PRP et les PRPO qui sont spécifiques à la chaîne de fabrication c'est-à-dire qu'on installe, qui est dans notre entreprise, ensuite, on va faire une étude de CCP. On peut utiliser l'arbre de décision, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire la décision. On peut, par exemple, avec l'expérience, avec, par exemple, une étude de danger qu'on bien faite, ou c'est-à-dire, c'est-à-dire, on va identifier, c'est-à-dire, par exemple, la fréquence et la gravité de danger. Dans ce cas-là, on peut c'est-à-dire, cibler ou identifier les étapes qui sont critiques. Critiques, c'est-à-dire ces étapes, au-delà de ces étapes, il y a un risque de contamination. Si on ne peut pas contrôler ces étapes, il y a un grand risque c'est-à-dire contamination ou là un risque de multiplication de micro-organismes. D'accord? Est-ce que c'est clair? Merci, merci. C'est clair, merci. Ouais. Merci beaucoup. L'informationnaliste, c'est une introduction seulement. On n'a pas fait, c'est-à-dire des détails techniques poussés pour c'est-à-dire chaque principe, etc. Seulement, c'est une introduction et c'est un clé pour comprendre, c'est-à-dire d'une façon générale, les étapes de HACCP. Vous pouvez poser d'autres questions. Sinon, donc, par exemple, on peut par exemple conclure par un rappel des CCP, pardon, les sept principes. Donc, on a déjà dit que les sept principes HACCP sont l'analyse des dangers, détermination des points critiques, établir les limites critiques, établir un système de surveillance, établir les actions correctives, vérifier et valider le plan HACCP et à la fin enregistrer et constituer des registres pour les enregistrements et la documentation. D'accord? Donc, vous pouvez simplement apprendre ces étapes parce que ces étapes sont logiques et simples. Seulement, l'application Taham dépend de la complexité et la capacité c'est-à-dire de l'entreprise de fabrication. Donc, Monsieur, par exemple, la oui. complexité, ما تدي pas en quelque تكون atelier صغيرة ماشي كيما تكون grande entreprise هكا. شكون هي؟ La complexité, on peut introduire le système HACP selon la complexité de Bien sûr. l'unité. وإلا كانوا c'est-à-dire la complexité c'est-à-dire كي تكون une entreprise avec par exemple trois étapes ولا ماشي كيما يكونوا plusieurs étapes
fabrication ولا يكونوا des étapes complexes. هنا les dangers يكونوا كثر، يكونوا complexes، ويكون le risque كثر، ويكون par exemple la complexité de diagramme اللي تخلينا on doit choisir entre les étapes quelle est la plus critique. D'accord? Par contre, qui qu'on a par exemple trois étapes ou les quatre étapes de fabrication, il ben facilement le point critique, le CCP. Mais lorsque la chaîne est complexe ou là le produit est périssable, c'est-à-dire par exemple dans la fabrication par exemple de yaourt, l'étude HACCP تكون différente à, par exemple, la fabrication par exemple, de semoule, de farine, etc. Parce que dans le premier cas, le produit est périssable. Il y a des dangers, c'est-à-dire microbiologiques, à contrôler, c'est-à-dire à temps. Dans ce cas-là, donc, la complexité fait le nombre de dangers. Donc, le nombre de dangers, le nombre des étapes, la complexité de diagramme, etc. C'est clair. Ou maintenant, ça, le HACCP est avant tout, c'est un outil préventif. D'accord? Mais comme je correctif. Donc, préventif, ensuite correctif. Donc, d'abord, préventif, ou لازم يكون collectif. Un procédure collective, c'est-à-dire يشاركوا كامل c'est la participation, grâce à la participation de tous les membres de l'entreprise. D'accord? On choisit d'abord six membres de chaque secteur, d'accord? Pour élaborer un système HACCP qui englobe c'est-à-dire les domaines de l'entreprise et pour qu'il soit, c'est-à-dire représentatif de cette entreprise. Donc, l'efficacité HACCP, donc c'est un outil préventif ou qui doit être collectif parce qu'il implique toute l'équipe de l'entreprise et son efficacité repose sur d'abord les documentations, la vérification et la documentation. باش نتأكدوا من les systèmes تاعنا راهو efficace, on doit toujours enregistrer et faire une vérification et documentation. D'accord? Et à ce moment-là, je vous remercie sincèrement pour votre participation active et vos échanges enrichissants tout au long de cette formation. Donc, merci beaucoup. Votre implication montre que vous êtes déjà sur la bonne voie. Vous avez déjà des prérequis. Et donc, je vous donne un rendez-vous très bientôt pour d'autres formations, Inch'Allah, pour continuer à renforcer l'ensemble de vos compétences et vos pratiques. Et merci à tous et à très bientôt. Assalamu alaikum.